les codecs, ça existe depuis qu'on est dans le numérique. Avant, dans l'analogique, dans le Betacam SP, dans la pellicule, il n'y a pas de codec, c'est le numérique. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, en gros, c'est que, surtout depuis qu'on a le numérique, il faut prendre une image, il faut prendre de la couleur, il faut la numériser, il faut l'amener dans un fichier numérique. Fait que, à la base, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend de la couleur. Nous autres, sur nos ordinateurs, ce qu'on est habitué de voir, c'est qu'on travaille en RGB. S'il y en a qui font du graphisme aussi, ils sont habitués de travailler en CMYK. Le CMYK ne s'applique pas à la vidéo, ça a plus ce rapport avec l'impression papier. Il y a deux manières de représenter la couleur, de décomposer la couleur pour l'encoder en numérique. On peut la décomposer en trois couleurs primaires qui sont le rouge, le vert et le bleu, le red, le green, le blue, ce qu'on a sur nos écrans. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est la décomposer en ce qu'on appelle le YCBCR, c'est-à-dire y aller avec d'abord la luminance qui est tes ombres, ton noir au blanc, et après ça, avec ton bleu et ton rouge, ta combinaison rouge, ta combinaison bleue, recréer la couleur. Pourquoi on se compliquerait la vie à faire ça? C'est que le YCBCR te permet de toucher à plus de couleurs, de représenter plus de couleurs qu'avec ton RGB. Et il te permet, avec certains procédés, de le faire en ayant des fichiers moins lourds. Donc, c'est un avantage pour ceux qui ont à stocker des vidéos ou des images. Puis en plus, c'est que si tu as un filtre, tu peux avoir des filtres qui sont qui agissent juste sur certains canaux, qui peuvent juste agir sur ton Y qui est ta luminance, ou juste sur ta chrominance bleue ou ta chrominance rouge. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'affecter tous tes trois canaux. Le color sampling. Color sampling, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être vous avez rencontré ça dans des livres, dans des logiciels, qu'on parle de 4-4-4, de 4-2-2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on capture une image en numérique, on la découpe en petits carrés, qu'on appelle généralement des pixels. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces pixels-là? C'est qu'on veut, à chaque petit carré, on va lui donner une valeur, présentement, une valeur de luminance, une valeur de chrominance et une valeur de chrominance rouge et bleue, ce qui va nous permettre de recréer la couleur de cette pixel-là. Une manière qu'on a découvert pour sauver de l'espace, c'est qu'on peut prendre beaucoup plus d'informations dans la chrominance, mais aller en capter moins dans la couleur. Pourquoi on fait ça? On peut faire ça? C'est parce que l'œil est beaucoup plus sensible aux changements dans la luminance que dans les couleurs. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, on va partir au bout du 4-4-4. Alors, on voit que chaque pixel va être encodé en luminance, en chrominance rouge et en chrominance bleue. Quand on va arriver en 4-2-2, chaque pixel on va aller chercher chaque pixel, on va aller chercher sa luminance, mais on va aller chercher la chrominance bleue à tous les 2 pixels. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour chaque 2 pixels, on va avoir une valeur. Et la même chose pour le rouge et le bleu. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'y aller en 4-1-1, qui est qu'on sample 4 pixels. On a 4 pixels en luminance, et on va avoir un sample de 4 pixels pour la chrominance. C'est-à-dire qu'on a le quart de l'information couleur par rapport à l'information noir et blanc. Mathieu, où retrouve-t-on ces chiffres? Ici, on peut voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. En fait, une source 4-4-4, c'est une source idéale auquel on n'a pas enlevé aucun élément. Puis on a tout samplé à 100%. C'est-à-dire chaque pixel est en Y, en CB et en CR. Pour le 4-2-2, c'est ça qu'on utilise dans la plupart des codecs présentement. Quand vous travaillez dans Final Cut, vous travaillez en uncompress, vous travaillez en DVC Pro 50, vous travaillez en Motion JPEG.
Motion JPEG à 100% de qualité. On travaille en 4.2.2. Ce que ça va faire, c'est que ici on voit, vous voyez la représentation, c'est un cadre grossi, une partie d'image grossie 400 fois. Fait qu'on voit ce que ça donne quand on enlève, quand on sample juste un pixel sur 2 en couleur. C'est qu'on voit que notre ligne ici est beaucoup moins définie, mais dans des images qui roulent à 30 images secondes, en mouvement, c'est très difficile à déceler, puis ça passe très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le 444? Le 444, on parle de tous les formats HDCAM-SR. Dans le 422, c'est, comme j'ai dit, le DVC Pro 50, le HD, le 8-bit uncompressed dans Final Cut et le Betacam numérique. En 411, ce qu'on a, c'est du DV. Dans le port de caméra, DV, Digital 8, DVC Pro 25. C'est une des raisons, si je reviens à l'autre, pourquoi on dit que ça ne va pas bien faire du keying avec du DV, ça veut dire filmer sur un écran vert, puis après ça, essayer d'enlever l'écran vert, c'est qu'on voit, dès qu'il va y avoir un edge, mettons qu'on va passer de la personne au vert, la démarcation n'est pas bien définie, donc on va passer de la personne qui est beige à un beige vert, un brun à un vert. On va passer à travers une gamme de couleurs avant d'aller à la couleur du green screen. Ça veut dire qu'il va falloir jouer sur ce edge-là pour essayer de l'enlever, puis c'est là que ça devient très difficile. Et aussi, on a ce qu'on appelle du 4-4-4-4. Ça veut dire qu'on a notre luminance, notre chrominance rouge, bleue, et on a un autre canal qui est l'alpha, en fond, qui est de la transparence. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a notre image ici qui est en 4-4-4, puis on a un autre canal qui est juste en noir et blanc, mais qui représente en fait la transparence de notre image. Le noir étant transparent et le blanc étant opaque, bien, étant ce qu'on voit. Donc, les deux ensemble, ça donne l'image avec le fond transparent. Donc, on a deux types de codecs. Le codec qui nous sert en fait à prendre une image, à la mettre dans un format dans lequel on peut la travailler ou dans lequel on peut la visionner, qui nous permet de la mettre sur notre disque dur et de jouer avec et de faire ce qu'on a à faire avec. Donc, il y en a deux types. Il y a le lossless, qui veut dire sans perte. Ça veut dire qu'il prend notre image, il la compresse, mais sans perdre de détails dedans, sans perdre d'informations. Ça peut être le fun, mais c'est moins efficace que la deuxième catégorie qui est le lossy, qui est un codec avec perte. Le lossy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever les détails, il va simplifier l'image pour gagner de l'espace. Mais dans les images vidéo, il y a beaucoup de détails que l'œil ne perçoit pas, donc c'est ça qu'il va aller enlever pour essayer de simplifier son image, donc donner un poids plus léger à l'image. D'habitude, quand on travaille dans Final Cut, la plupart du temps, on travaille avec des codecs qui sont quand même lossy, mais qui peuvent être quand même de très bonne qualité. Tout ce qui est DVC Pro 50, le DVC Pro HD, si on va dans le color sampling, même les uncompressed peuvent être lossy. Puis les lossy aussi, c'est juste ça qu'on a à peu près dans les codecs pour le web, soit du Sorensen, du H264 que vous retrouvez sur le trailer park d'Apple quand vous allez voir des trailers de films, des bandes annonces. Mais là-dedans, pour faire la différence, il y a quand même deux sortes. Il y a les codecs de production, dont on sert dans Final Cut, puis les codecs de livraison, qui ne sont pas nécessairement faits pour éditer, pour jouer avec, pour couper, pour recompresser, pour appliquer des effets dessus, mais sont là pour un produit final, pour le visionnement. Donc, les codecs de production, c'est pour représenter les images tournées et ou recréer plus fidèlement possible ce qu'on a capté. Souvent, ils ont un faible taux de compression parce qu'ils ont besoin d'être décompressés rapidement. C'est ça qui va faire la différence maintenant entre combien de tracks tu peux jouer dans ton Final Cut. Si on pense à ce qu'on utilise, c'est la mode du HDV, qui est un codec qui est très lourd à travailler parce que c'est des frames HD qu'on compresse à un poids du DV. Donc, une image 5 fois plus grosse dans le même espace de disque dur. Donc, quand ton processeur arrive pour la lire, il faut comme il ouvre un peu l'image du cadeau, il faut qu'elle déballe puis qu'il te l'affiche. Donc, c'est
c'est des choses qu'on peut aller chercher dans un codec de production, que ce soit facile à ouvrir, que notre processeur ne soit pas trop engorgé juste par la décompression parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire, piquer les effets, faire des transitions, des fois lire plusieurs pistes en même temps. Les codecs de production, faut qu'ils soient rapides, comme je disais, pour les disques durs. Faut pas qu'ils soient trop lourds non plus. Je sais pas s'il y en a déjà qui ont essayé de travailler avec un codec qui est magnifique, là, le codec animation, qui nous donne vraiment une représentation quasi exacte de l'image, mais que c'est impossible à travailler, avec lequel c'est impossible à travailler. Donc, c'est pour ça qu'on va aller vers des codecs qui sont plus comme le non compressé, l'Apple Uncompressed, le 8-bit, le 10-bit. Aussi, sont malléables, comme je disais, on peut facilement aller couper dedans, ce qui est le cas pour la plupart des codecs de production. Puis, ils sont peu affectés par les rendus. Si on a un codec qui est très compressé, si on travaille dans ce codec-là, on applique un effet dessus, il va avoir à le recompresser. Ça veut dire que déjà, on a doublé la compression sur un même clip. Et si on met en plus une transition, on l'exporte, on le réimporte toujours dans le même codec, plus on le travaille, plus il va être affecté par la compression. Donc, on essaie de prendre des codecs le moins compressés possible. Encore là, c'est une question de performance. Donc, le codec de livraison, lui, il y a un haut taux de compression parce que la plupart des codecs de livraison s'en sert surtout sur le web. Donc, on veut que ce soit petit pour pouvoir l'envoyer par email, le mettre sur un site, le télécharger, le streamer. On veut que ce soit léger pour les mêmes raisons. Puis, le codec de livraison, il ne sera pas réédité, il ne sera pas coupé, il sera pas, on ne rajoutera pas des effets, on ne travaillera plus avec. C'est un codec de livraison pour le visionnement. Donc, quand on a un codec de compression là, qu'est-ce qui fait qu'avec ce codec de compression-là, on va arriver à une vidéo qui est moins lourd entre deux codecs qui vont nous représenter un clip de 5 secondes qui va avoir les mêmes dimensions. Pourquoi un va être plus lourd que l'autre, puis un va être plus facile à lire, l'autre va être plus beau? Il y a plusieurs choses. Un, c'est le color space. Comme je vous dis, il y en a, comme j'ai dit tantôt, il y en a qui utilisent du 4.1.1, du 4.2.2, du 4.2.0. La plupart des codecs de livraison, c'est du 4.2.0. Ça veut dire qu'ils vont prendre moins de samples de couleurs, ils vont aussi sur la luminance, donc déjà là, ils vont être moins là au niveau de la couleur. BitDepth, c'est combien, si je prends ma luminance, combien j'ai de stades de luminance pour représenter mon image. D'habitude, les codecs qu'on utilise, c'est du 8-bit. Ça veut dire que dans ma luminance, dans mon noir, je vais avoir 256 possibilités de stades de couleur de blanc à noir. La même chose pour ma luminance rouge et ma luminance noire. Si on va dans le 10 bits, c'est 1024. C'est ça, 1024? C'est 1024 possibilités. Donc, on a beaucoup plus de fiabilité là-dessus, surtout si on vient de l'analogie mais encore là, ça devient plus lourd. Les keyframes, la qualité, en fait, je vais passer les autres plus vite parce que je vais revenir plus en détail dessus. Le data rate, le frame dropping, puis le ratio des pixels. En fait, comme je vous disais tantôt, le BitDepth, le 8-bit, c'est 256 possibilités. Si on a 3 canaux, qui est le Y, le CB et le CR, par pixel, ça fait 24 bits. On a des codecs qui utilisent, comme j'ai dit tantôt, l'œil est plus sensible à la luminance, donc il va mettre 6 bits sur 6 bits sur la luminance, pardon. Il va mettre 5 bits sur la luminance bleue et 5 bits sur la luminance rouge qui va donner un codec de 16 bits. Fait que déjà là, on est au tiers du poids qu'on aurait avec un 24 bits. Le keyframing, ça vient ici. Puis là, on ne parle pas de keyframe en animation comme il y en a qui connaissent dans Flash ou des trucs comme ça. Keyframe, c'est que, mettons, ici on voit à droite, j'ai une séquence de 5 frames. Et dans cette séquence-là, on aurait dit à notre codec de mettre un keyframe aux 4 frames. Ce que ça veut dire, c'est que aux 4 frames, il va mettre un frame plein. Et les 3 autres frames qui viennent après, il va juste changer ce qui change dans l'image. C'est bon, j'ai un exemple, j'ai un meilleur exemple ici. Donc ici, j'ai 5 frames qui suivent. Ici, on voit, ça ne bouge pas beaucoup. On va voir plus tard après, j'ai 5 frames. Puis là, j'ai dit la même chose à mon codec. J'ai dit, pour
pour prendre moins d'espace en compressant mon clip, je mets un keyframe aux 4 frames. Ce qu'on voit ici, c'est que ici j'ai mon frame plein. Ici, on voit ce qui est en couleur, c'est juste ce qui a changé entre ce frame-là et ce frame-là. Donc, c'est la seule information qui va encoder pour son deuxième frame. C'est là qu'on voit qu'il gagne beaucoup d'espace. Puis la deuxième aussi, la troisième, et à l'autre, on va ramener ici un frame plein. Là, on le fait à 4, il y a des codecs qui le font à 30, à 60. Ça va dépendre de ce qui se passe dans votre clip. Parce que ici, regarde, on a 5 frames qui sont sensiblement identiques. Mais si, ici, ma souris arrêterait ici, puis je tomberais sur une séquence d'un chat dans un arbre, ben ça serait 100% de mon frame ici qu'il faudrait qu'il soit updaté. Donc, c'est moins efficace comme ça. Aussi, quand on sert des keyframes, ça va juste updater, c'est vrai, ce qui change. Ici, on voit que ma souris, c'est quand même un frame qui est des cases qui sont assez propres. C'est du CG, donc il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de noise, il n'y a pas de grain dedans. Mais si je vais à une séquence où il y a du grain, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai rajouté du grain dans mes frames, j'ai fait la différence. Fait que, non, je ne pourrais pas l'agrandir vraiment. Mais si j'ai du grain, ça veut dire, oui, le fond, en théorie, est stable, mais si j'ai du noise dedans, comme si j'ai filmé et j'ai monté mon gain trop haut, chaque pixel qui passe d'un vert à un vert plus pâle, un vert plus foncé, parce qu'il y a du noise, ça aussi, il faut qu'il en prenne considération, parce que le codec, il ne sait pas que c'est du noise. Il ne sait pas que c'est du bruit de l'image. Ça pourrait être voulu, ça pourrait pas être voulu, il n'y en a aucune idée. Fait qu'il y a beaucoup plus d'informations à aller chercher dans chaque case. C'est pour ça que si vous avez à compresser un vidéo corporatif, c'est une personne qui est assise sur une chaise, c'est un talking head qu'on appelle, c'est une personne qui fait juste parler et le fond ne bouge pas, ça va être beaucoup plus facile à compresser. La compression va être beaucoup plus efficace que si vous avez quelqu'un qui court le marathon ou une course de voiture. Un autre setting qu'on a, surtout dans QuickTime, c'est la qualité qui est ici. Ça joue vraiment entre chaque codec. Il y a des codecs pour lesquels ça ne change rien. Il y a des codecs pour lesquels ça change beaucoup de choses, comme le Motion JPEG. C'est Photo JPEG, Photo JPEG, que si tu le mets à 100, tu es en 4.4.4. Si tu le mets à 75%, tu tombes en 4.2.2. C'est aussi précis que ça. Il y a des codecs qui vont juste, d'après l'algorithme, d'après le calcul qui fait partie du codec, vont dire non, je vais passer plus vite, je vais laisser moins de détails, je vais laisser plus de détails. Donc, puis c'est ça, souvent ça a rapport aussi avec la rapidité avec laquelle l'encodage va se faire. Quand on parle de compresser du MPEG-2, mettons, avec Compressor. On parle de Final Cut, on a une séquence. Il dit, je veux faire un MPEG-2 pour envoyer dans DVD Studio Pro. Fait qu'on prend notre séquence, on fait export à compresseur. Par défaut, à chaque cut qu'on a fait dans Final Cut met un marqueur de compression. Donc, chaque cut va être un keyframe. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est sûr d'avoir un gros changement, il va avoir... On n'a pas besoin de les mettre nécessairement dans... On n'a pas besoin, mais on peut. De toute façon, les logiciels, la plupart des logiciels vont détecter s'il y a une cote. S'il y a une cote, c'est qu'il y a un changement énorme dans le contenu d'un file à l'autre. Là, il va mettre un keyframe. Mais là où on a des problèmes, puis on le voit quand on regarde des trucs sur le web, c'est par exemple, il y a un fondu enchaîné. T'sais. Lui, il ne sait pas exactement si c'est un autre plan. Il voit juste l'information qui bouge. Pour lui, ça peut être une voiture qui est passée, mais nous autres, c'est un mix, puis c'est un oiseau qui passe dans le mix. C'est là que ça devient compliqué, puis c'est là qu'on voit que le signal se désagrège quand on fait des fondus enchaînés sur des trailers sur Internet, des trucs comme ça. Okay. Aussi, on a le... Merci Marc-André. Aussi, on a le data rate. Ça, c'est qu'on peut dire à notre codec, on peut lui donner une limite par seconde. Je veux que juste qu'il y ait 500 kilobits par seconde. Dire, je vais envoyer un QuickTime de tel poids. Il y a combien de secondes, tu peux faire un calcul assez rapide et donner une limite. C'est sûr, ça a directement rapport avec la qualité de ton clip à la fin. Il y a des limites aussi, il y a des codecs qui ne peuvent pas aller au-delà d'un tel data rate.
Et bon, par exemple, le DV25, lui, il est toujours à 25 mégabits par seconde. Le DVC Pro 50, il est toujours à 50. Aussi, il y a des codecs qui vont volontairement laisser tomber des frames. Oui, tu es à 30, mais il y en a qui vont dire OK, mais là, il ne se passe rien. Je peux juste faire 18 frames, puis bon, ça n'apparaîtra pas. Il y en a qui se permettent de faire ça. Variable, le MP4 le fait. Aussi, on peut jouer avec le ratio des pixels. Ce que fait, par exemple, le DVC Pro HD. Ici, on voit mon image qui est en bas. Et le clip pourrait être à 300 par 164. Ici, j'ai des pixels carrés. Donc, c'est le ratio par pixel. Mais ils se sont dit, oui, mais ils ont remarqué que l'œil est beaucoup plus sensible aux détails horizontaux qu'aux détails verticaux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leurs 300 pixels et ils les ont étirés pour faire le vrai quart. Donc, c'est un clip qui aurait normalement 364 pixels de large se retrouve avec 300, juste avec 300. Donc, encore là, c'est un moyen de couper, puis ça ne paraît pas beaucoup. C'est ce que je fais le DVC Pro HD, c'est ce que fait le HDV, surtout en HD, puis vous avez aussi côté pixel ratio, c'est ça, quand vous montez en DV dans Final Cut, puis vous faites un rond dans Photoshop, puis vous l'amenez dedans, puis il est ovale. C'est parce qu'il y a le bon nombre de pixels, c'est juste que les pixels sont rectangulaires en hauteur. C'est pour ça que des fois, vos ronds ont l'air des œufs. Donc, aussi, il y a des choix qu'on peut faire, nous, en tant que techniciens, pour réduire le poids de nos fichiers. Donc, on peut réduire la dimension. On peut réduire le framerate. On travaille en 29.9.7. Des fois, si on veut envoyer un clip par le web en 15, en 20, ça fait très bien l'affaire. On peut utiliser aussi du matériel de qualité. Comme je disais tantôt, si on a du matériel qui est très noisy, il va falloir avoir un très gros data rate pour arriver à une bonne qualité. Puis aussi utiliser un codec qui est approprié. Et c'était ma présentation sur les codecs. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, mais est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver, y a-t-il une Bible qui existe justement sur ces questions-là? Parce que c'est pertinent là, de savoir quel codec fait quoi. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver cette information-là? En fait, il y a plusieurs places où tu peux trouver cette information-là. Le premier, c'est votre livre de Final Cut, parce que vu qu'Apple fait QuickTime, Apple, dans le livre de Final Cut, dans le 4e, je pense, le output, il y a une petite explication des codecs. Apple.com/QuickTime, dans les ressources, il y a énormément de templates, de tutorials et des white papers, des papiers blancs. Ouais, en fait, tout ce que j'ai présenté dans cette présentation-là, ça vient des livres de DVD Studio Pro, de Final Cut et des annexes de Compressor. Ouais. Cette espèce de site web-là qui est codex.onerivermedia.com où il y a un test sur chacun des codecs. Et là, vous allez aussi trouver, bémol, attention, vous allez aussi trouver un paquet de codecs, soit payants, soit qui servent très peu. Il y a des compagnies qui fabriquent leur propre codec pour un mode de livraison X, Y, Z, puis ils parlent à 99,9% de la population qui en ont jamais entendu parler. Donc, il faut juste faire attention quand vous choisissez un codec, parce que n'oubliez pas que si vous envoyez un fichier à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un-là ait aussi le même codec. Si vous avez acheté BitJazz à 200$, puis que le client auquel vous envoyez votre clip encodé avec BitJazz, que vous pouvez aller voir en détail sur OneRiver Media, il faut s'attendre à ce que l'autre ait aussi BitJazz.